Mesdames et messieurs, Groupe Croissance vous convie en ce mois d'avril 2019 à la 9e édition du Sommet international de la finance. Tout individu, tout groupe de personnes et toute nation aspire à la prospérité qui nécessairement doit passer par une bonne gestion financière. Est-ce pourquoi, depuis 2011, nous avons décidé à Groupe Croissance de décréter le mois d'avril comme le mois de la finance en Haïti, dans l'optique de faire comprendre l'importance de cet instrument et qu'il soit mis au service du développement humain. Le thème retenu cette année est financer l'agritourisme en Haïti, car il faudrait savoir que le tourisme est devenu, depuis quelque temps déjà, le moteur de l'économie de la région de la Caraïbe. La République dominicaine, avec plus de 6 millions de touristes en 2018, représente le pays le plus visité de la zone. En 1984, la République dominicaine avait seulement 500 000 touristes et moins de 10 000 chambres d'hôtel. Ceci permet aux pays voisins de générer des milliards de dollars pour supporter sa balance des paiements, sa monnaie, et maintenir le taux d'inflation à un niveau qui n'influence pas négativement le pouvoir d'achat de sa population. Affichant un taux de croissance du produit intérieur brut, PIB, proche du niveau de 5% au cours des 30 dernières années, la République dominicaine est considérée avec le Panama et le Costa Rica comme les stars de la zone Amérique centrale et la Caraïbe en termes de croissance économique soutenue durant une longue période. Les leaders dominicains espèrent rester dans le peloton de tête des pays de la région en investissant considérablement dans le secteur touristique. D'ailleurs, l'actuel président dominicain, Danilo Medina, a fixé un objectif ambitieux, atteindre la barre de 10 millions de touristes au cours d'une année, soit en 2020. En choisissant le tourisme comme le principal moteur de leur économie, les leaders dominicains n'avaient pas ignoré leur secteur agricole. Ce dernier a grandement bénéficié de la forte progression du nombre de visiteurs dans le pays, qui doivent se nourrir de façon continue durant leur séjour. C'est ainsi que ce secteur n'a pas cessé de croître pour arriver à fournir de la nourriture pour les 10,5 millions de Dominicains, les 6 millions de visiteurs, et il en reste pour exporter vers Haïti. Les choix faits par les leaders dominicains en investissant dans les secteurs touristiques et agricoles devraient inspirer les leaders haïtiens dans leur quête d'une croissance économique soutenue pour faciliter le développement durable. Ceci passe par la création d'une solide chaîne de valeur dans les secteurs touristiques et agricoles et de les lier entre eux pour qu'ils puissent générer des emplois mieux rémunérés. Voilà donc le riche menu qui sera présenté à l'occasion de cette 9e édition, au cours de laquelle on célébrera le 25e anniversaire du groupe Croissance et le 40e anniversaire de la Banque de la République d'Haïti, un partenaire de l'activité, et de la Banque nationale de crédit. Donc, chers amis, bienvenue à la 9e édition. Et comme d'habitude, le premier jour est consacré à la finance municipale. Ça fait déjà 4 ans que les maires viennent du reste du pays. Ça fait le matin, nous continuons parce que nous sommes loin. Nous venons aussi faire des déplacements. Et on va retirer comme là pour me céder par la mairie parce que c'est journée par jour, c'est journée par jour, plus de discussion, le programme est changé. On parlera du prochain recensement de la population avec les HSI, M. Daniel Millet qui est présent. On parlera également de la TGI 2.0, vous savez que ça intéresse beaucoup les maires, à savoir la mobilisation fiscale. Et on termine l'après-midi avec l'innovation financière dans les municipalités, les bons municipaux, un nouveau produit financier qui sera lancé en Haïti très prochainement. Je fais appel au président de la FENAM, M. Jules-Édouard Pierre, qui va animer la journée. Monsieur le Président, vous avez le floor.
chers invités, au nom de la Fédération des Médias haïtiens, la FENAB, nous remercions le groupe Croissance de nous avoir associés depuis 4 ans à cet événement annuel consacré à la finance en Haïti. Et pendant ces 4 dernières années, la FENAB a toujours été la principale actrice de la première journée consacrée à la finance municipale. Il y a un élément nouveau que Christian Faël ne cesse de dire ces derniers temps, c'est l'inclusion financière. Quand on considère une seule commune pour expérimenter l'introduction du bon municipal en Haïti et que d'autres communes qui n'ont pas la même capacité financière, effectivement, en termes de volume, mais en termes d'administration financière, sont quasiment plus avancées, je pense qu'il faut intégrer, il faut faire cette considération en intégrant d'autres communes dont l'administration financière est assez claire, ce qui va contribuer justement à une inclusion financière au niveau des municipalités, ce n'est pas seulement au niveau des entreprises ou bien des particuliers ou des citoyens ou des citoyennes. La FENAB, encore une fois, félicite le groupe Croissance et lui renouvelle toute sa gratitude de l'avoir associé à cet événement annuel ô combien important pour nos municipalités. Je vous souhaite à tous une très bonne participation. Merci beaucoup. À présent, on appelle le directeur général, le DG Fidèle Monchéri, pour ses propos de circonstance. Je demande d'applaudir, s'il vous plaît. C'est l'un des plus proches collaborateurs du MICT au niveau des mairies. Mesdames, Messieurs, j'éprouve ce matin un immense plaisir à participer au nom du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à l'ouverture de la 9e édition du sommet de la finance organisé par le groupe Croissance. C'est aussi pour moi l'occasion de féliciter les organisations pour avoir, une fois de plus, consacré une journée entière aux finances locales. Placé cette année sous le thème « Financer l'agrotourisme en Haïti », le sommet devient ce grand rendez-vous annuel dans le domaine de la finance. Mais il est aussi ce moment d'échange sur la décentralisation parce qu'il se situe également dans les perspectives de création de richesses dans les territoires pour financer le développement. Pour le ministère de l'Intérieur et pour chacun d'entre nous réunis dans cette salle, la décentralisation continue constitue un enjeu ou alors cette réalité quotidienne à laquelle les autorités locales doivent faire face à travers des solutions récurrentes de la population pour la prise en charge des services de proximité. Or, les administrations territoriales se retrouvent le plus souvent désarmées et incapables de développer des politiques publiques locales permettant de répondre aux besoins de la population et d'apporter le développement souhaité par les communautés. Elles doivent surmonter des contraintes administratives et financières lourdement handicapantes pour l'affirmation d'une véritable leadership local. Avec un peu plus de 15 000 agents et 3 milliards de gouttes de masse budgétaire, les communes haïtiennes sont sous-administrées, ce qui entraîne mécaniquement une absence de prise en charge des besoins de la communauté et une déresponsabilisation des autorités locales
dans l'exercice des compétences dévolues par la loi par manque de ressources. L'occasion développée par le ministère de l'Intérieur vise à insuffler une nouvelle dynamique au niveau local en renforçant et en aidant les collectivités territoriales à se doter d'une véritable capacité de décision. La maîtrise d'ouvrage local doit être active et se manifester par la capacité des autorités locales à pouvoir effectivement planifier, décider, financer, mettre en œuvre et évaluer les actions relevant de leur domaine de compétences. Ensuite, le ministère agit pour développer une maîtrise d'ouvrage local active, puisque seule la décentralisation exprimée à travers une maîtrise d'ouvrage local active est porteuse de développement local poursuivi par la Constitution de 1987. En ce sens, les programmes mis en place établissent un cadre d'action intégré, touchant à la fois aux aspects structurels et opérationnels de la problématique du renforcement des capacités des collectivités territoriales. Concrètement, cette politique repose tout d'abord sur la réorganisation et la dynamique de l'administration communale à travers la mise en place d'une structure administrative minimale dans les collectivités grâce au programme de modernisation de l'administration communale PEMAC. La stabilisation du personnel territorial grâce à l'application des garanties statutaires prévues par le décret du 1er janvier 2006 sur la fonction publique territoriale et les projets de réforme législative irrélative. La professionnalisation du personnel territorial par la mise en œuvre d'un dispositif de formation continue et surtout par la mise en place d'un centre national de formation et de régulation de la fonction publique. Et enfin, la mutualisation des moyens et des ressources humaines à travers la mise en place des agents techniques locales départementales ATLD et des organisations territoriales communales. Encore aujourd'hui, 85% des communes dépensent exclusivement des allocations versées par l'administration centrale via le Fonds de gestion et de développement territorial FGDCT pour pouvoir fonctionner et investir au minimum un bénéfice au développement local. Difficile dans ces conditions pour les communes de prendre part à l'investissement public dans le cadre de la mise en œuvre des plans de développement viables et effectifs concrétisés, notamment en ce qui concerne l'investissement des structures sociales de proximité. Il faut dans ces conditions un fort soutien de l'investissement communal lui-même, adosé à un appui à la gouvernance démocratique locale et une assistance de la maîtrise d'ouvrage communale. Il y a de la réussite dans la décentralisation et peut-être d'un certain degré de stabilité politique à l'échelle du pays. Aujourd'hui, les actions du MICT et du MEF s'inscrivent dans cette dynamique. Il faut indubitablement
retrouver d'autres sources de financement en complément des recettes locales et des dotations du FGDCT. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez que la décentralisation est un vaste chantier avec beaucoup de défis. Pour relever ce défi, l'État ne peut être et ne doit pas être seul. Il est important d'associer tous les secteurs, les collectivités territoriales, les bailleurs, la société civile, les institutions partenaires, etc. Pour finir, j'espère que les échanges et les débats aujourd'hui nourriront sans nul doute la réflexion sur la décentralisation en général, mais surtout sur les finances locales qui sont au cœur du dispositif. Merci de votre attention et bon sommet à tous. Donc, au nom de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, nous remercions le groupe Croissance qui nous donne cette opportunité de vous entretenir sur le projet du 5e recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti. C'est un projet mené par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, mais c'est un projet national avec la participation, la collaboration de toutes les autorités de ce pays et également de toute la population haïtienne. Question d'ordre. Donc nous allons voir ensemble dans cette présentation une définition du recensement général de la population et de l'habitat, à quoi sert un recensement général de la population, une historique des recensements en Haïti, ensuite voir de 2003, c'est-à-dire la date du dernier recensement général de la population, à 2018, quel chemin nous avons parcouru dans ce pays. Les objectifs donc du 5e recensement général de la population qui est prévu pour cette année, le recensement et ses innovations, parce que nous allons apporter des innovations à cette opération, l'état d'avancement, le calendrier, le budget et la structure organisationnelle de ce projet. Donc en général, la définition d'un recensement général de population, c'est une définition standard et publiée par les instances techniques des Nations Unies en 2007. Donc un recensement de population, comme vous le savez, c'est un ensemble d'opérations qui consiste à recueillir des informations, à les collecter sur le terrain, à les exploiter, c'est-à-dire à les traiter, à les analyser et à les diffuser. Donc on ne fait pas, n'est-ce pas, un recensement de population sans d'abord penser à diffuser ces informations sur le territoire national. Décidément. Donc c'est une opération d'envergure que généralement on doit avoir une autorisation légale pour réaliser un recensement général de population dans un pays. Et dans notre cas, en Haïti, c'est l'arrêté présidentiel du 11 janvier 2017 sur le président Prévert qui a ordonné le recensement général de la population au cours de l'année 2019. Donc, dans cet arrêté, on fixe également les modalités d'exécution du recensement. Par exemple, on crée un comité national du recensement. Et également, l'État, donc les autorités et les pouvoirs publics doivent trouver les voies et moyens pour assurer le financement du recensement de population. Mieux.
Les recensements de population, c'est une opération extrêmement importante qui, normalement, renseigne sur l'ampleur et l'évolution des potentiels, les besoins, les ressources de la population. Et ceci à l'échelle nationale, régionale, sectorielle, en vue justement de formuler, d'élaborer des politiques publiques. À quoi sert un recensement de population? D'abord, connaître l'effectif de la population, connaître la répartition spatiale de la population sur le territoire national. Ça nous permet également de répondre à certaines questions. Par exemple, combien d'enseignants qu'il faudrait recruter et former pour les prochaines générations d'écoliers, par exemple. Quelles sont les communes qui possèdent des infrastructures? Quelles sont les communes qui ne disposent pas d'infrastructures sociales de base? Combien d'hôpitaux, combien de logements, combien de dispensaires, combien d'écoles qu'il faudra construire pour, par exemple, la génération future? Combien d'emplois il faut créer, par exemple, pour les universitaires qui vont, et cette année, par exemple, terminer leur 4e année d'études, leur 5e année d'études? Ils doivent nécessairement intégrer le marché du travail. Donc, il faut prévoir, n'est-ce pas, il faut créer des emplois pour ces jeunes. Ça nous permet également de construire la cartographie administrative. Nous faisons par exemple les élections et souvent nous ne connaissons même pas les limites des sections communales, les limites des communes. Donc la cartographie censitaire va nous permettre d'actualiser ces limites et surtout de nous dire le contenu de ces espaces. Combien de logements, quelle est la population de 18 ans et plus, etc. Ça nous permet également de planifier les joutes électorales, où placer les stades de vote. Donc on ne peut pas faire ceci de manière hasardeuse. Il faut nécessairement planifier au départ et avoir des informations. Élaborer et mettre en œuvre des programmes et des projets. Prendre des mesures de l'impact des catastrophes naturelles. Haïti régulièrement est confronté à des problèmes que vous connaissez, des cyclones, des inondations, etc. Et il faut rapidement faire un inventaire pour avoir des programmes de secours pour ces populations qui sont affectées. Faire le suivi, l'évaluation des politiques publiques, des projets entrepris par les organisations nationales, des organisations internationales. Donc pour implanter ces projets, pour faire le suivi, pour faire l'évaluation, il faut des données statistiques sur les zones, il faut des données statistiques sur les ressources et sur les potentialités de ces communes, de ces zones d'intervention. Et il faut informer également les investisseurs sur le marché potentiel. Quelles sont les ressources que nous disposons, les compétences que nous disposons? Où sont-ils? Et quel est le niveau d'études, quelle est la profession de ces gens, de ces personnes? Donc nous devons nécessairement avoir tout un ensemble d'informations pour nous orienter et orienter les entrepreneurs, les investisseurs, quand ils doivent, n'est-ce pas, intégrer par exemple une zone et implanter un projet porteur par exemple d'emploi. Ça nous permet également de retracer l'évolution de la population et de la société. Ça nous permet d'alimenter les débats, par exemple au niveau des universités, la formulation et l'élaboration de politiques publiques dans le secteur public, dans les ministères, dans les institutions, créer, par exemple, des affaires, des ateliers de réflexion dans les universités. Donc, ce sont des problèmes de société. Donc, il faut les agiter pour trouver des solutions de manière à améliorer le sort de la population. Réaliser également des projections de population et des projections dérivées pour connaître d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans,
quel va être l'effectif de la population, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager, pour améliorer le sort de la population d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Donc, avec les données du recensement et les données des recensements antérieurs, il y a des techniques démographiques qui permettent de faire des projections de population. Bien, c'est pas, même si nous disons que c'est le 5e recensement général de la population qui va se faire en 2019, il y a eu en Haïti plusieurs recensements de population. Déjà, nos pères, en 1805, je prends le cas de Jean-Jacques Dessalines, tout de suite après l'indépendance, avait vu la nécessité de décréter le 25 octobre 1804 de réaliser un recensement de population au niveau des villes. Parce que justement, après l'indépendance, les anciens esclaves, les nouveaux libres, laissaient les habitations pour venir dans les villes. Et ça a occasionné un exode rural massif et qui donne des problèmes justement à l'administration de Jean-Jacques Dessalines. Il a ordonné le recensement de 1805. Un second recensement sous le président Boyer en 1824, l'île entière, justement pour connaître la force de travail de l'île et également commencer à planifier le développement de l'île. Et plusieurs autres dénombrements partiels ont eu lieu également, par exemple en 1842, il y a eu également un recensement, un dénombrement de population. Et les catholiques, le clergé catholique, en 1872, voulait connaître le nombre de fidèles catholiques dans le pays et ont organisé un recensement en 1872. Et plus près de nous, en 1918-1919, avec l'occupation américaine, nous avons eu également un autre dénombrement de population. Cependant, toutes ces opérations antérieures sont considérées comme des opérations traditionnelles, parce que c'est seulement à partir de 1940, 1943 jusqu'à 1947 qu'il y a eu, si vous voulez, un effort au niveau de l'Amérique latine, des Caraïbes, pour réguler, pour réglementer et avoir des méthodes, des procédures standards de recensement de population. Et les pays se sont réunis, Haïti était présent, ils ont donc défini des principes pour avoir, n'est-ce pas, ce que nous appelons aujourd'hui des recensements modernes. Et Haïti, depuis 1949, avait déjà créé le Bureau national du recensement. Et le premier recensement moderne d'Haïti a eu lieu le 7 août 1950. Et c'est ce bureau qui est devenu actuellement Institut haïtien de statistique et d'informatique. Par la suite, après le recensement de 1950, l'Institut a réalisé 3 autres recensements. Le recensement du 31 août 1971, celui du 5 septembre 1982 et le dernier, le 12 janvier 2003. Tous ces recensements ont été réalisés avec l'appui de l'Institut interaméricain de statistique, IASI, qui en fait a pris en charge l'ensemble des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes et organisé avec eux les recensements de population. De 1800 à 2003, à partir des données censitaires que nous avons collectées, quelle est donc l'évolution de la population haïtienne? Regardez vous-même, de 500 000 habitants en 1800, nous sommes passés près de 50 ans après, à 934 885 habitants. Et plus tard, donc 50 ans après, en 1905, à 1 400 000 habitants.
En 1950, on était déjà à 3 100 000 habitants. Et en 1971, à 4 300 000 habitants. En 1982, à 5 000 habitants. Et en 2003, à 8 400 000. N'est-ce pas? Tout ceci, c'est pour vous dire que nous avons une croissance rapide au niveau démographique qu'il faudrait normalement contrôler. Haïti reste le pays avec la croissance démographique la plus élevée dans la Caraïbe. Regardez vous-même. En 1800, de 1800 à 1842, le taux de croissance aux environs de 1,5. Il y a eu une baisse entre 1842 et 1905. Évidemment, si vous allez dans cette période, essayez d'analyser cette période, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de guerres civiles, également des épidémies. Il y avait également beaucoup de migration externe dans la zone, donc il y a une baisse au niveau de cette croissance. Entre 1905 et 1950, le taux a augmenté, 1,78. Entre 1950 et 2003, 1,87. Et ensuite, on a une certaine stabilité et aux environs de 1,4. Donc, si nous prenons toute la période allant de 1800 à 2003, le taux de croissance de la population reste aux environs de 1,4%. Donc, c'est une croissance qui est considérée comme élevée par rapport à la région. Quelle donc a été la particularité du dernier recensement de population? Le dernier recensement de population nous a permis de voir, premièrement, un effectif de 8,4 millions d'habitants, mais surtout que nous avons une population jeune. 50% de la population, moins de 21 ans. Le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, un taux de fécondité de 4,09. C'est un taux élevé qu'il faudrait contrôler. Et encore, la population s'est concentrée à 23% dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. 23% de la population. Donc, c'est ce que nous appelons un mégacéphalie. Une tête trop grosse pour un corps trop petit. De 2003 à 2018, nous avons pu voir un ensemble d'indicateurs qui sont significatifs, expressifs. Premièrement, le taux d'activité est de 46%. Par contre, ce taux d'activité est ainsi décomposé. Plus de 720 000 personnes à la recherche d'emploi. Plus de 220 000 personnes entièrement découragées parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Ce sont des personnes tout à fait découragées, ce qui nous donne 1 million de chômeurs. Évidemment, par compensation, il y a à peu près 2 millions de personnes qui exercent un emploi, mais ce sont des emplois surtout temporaires au lieu d'être des emplois permanents. Les inégalités de genre, on a pu constater que 40% des femmes de 5 ans et plus sans instruction, alors que pour les hommes, 34,4%.
Donc il y a quand même une grande différence en termes d'analphabétisme, si l'on peut dire, sans niveau d'instruction entre femmes et hommes. Et le taux d'activité, on l'a constaté, a été systématiquement inférieur pour les femmes par rapport aux hommes. Ans après, nous disons maintenant 16 ans après, à quoi Haïti doit s'attendre? Quel effectif de population? Où se trouve cette population? Son âge, sexe, etc. Combien donc sommes-nous? Comment le comportement démographique a évolué? Donc voilà pourquoi, de manière très brève, l'importance d'un recensement de population. Quel est donc l'objectif du 5e recensement général de la population programmé pour 2019? D'abord, c'est connaître l'évolution des comportements des composantes démographiques, c'est-à-dire la fécondité, la nuptialité, la mortalité, la migration, au cours, n'est-ce pas, de la période intercensitaire. Nous devons également dresser l'état actuel de la population du pays et restituer son évolution, faire des projections de population pour que les responsables, les planificateurs puissent avoir des informations pour prendre de bonnes décisions. Nous devons fournir un état sur les caractéristiques d'abord de l'habitat dans le pays, les logements, où est-ce qu'ils se situent, leur utilité, de quel type, etc. De plus, nous devons fournir au gouvernement, aux partenaires qui œuvrent dans le domaine du développement, des informations à la fois démographiques, économiques et sociales pour élaborer des politiques publiques. Moi-même, j'ai fait plusieurs interventions dans ce sens-là. C'est que j'ai fait formation pour la bus sur le recouvrement. Moi, j'ai prôné à titre personnel. Dans le recouvrement, bon, de manière pédagogique, il y a deux phases. Il y a une phase amiable et il y a, proprement parler, recouvrement forcé. Moi, je prône que la phase amiable du recouvrement des créances locales, que légalement lit du côté des municipalités. Ça que mon relais recouvrement phase amiable. C'est tout ça qu'on est capable de faire pour que vous portez contribuable à payer sans que vous pas en voie judiciaire. Qui est un ensemble d'actions que moi-même je pense que nous avons fait? Rappeler aux contribuables que créance arrivée à échéance. Ça, vous pensez que pas aucune violation de la loi si mairie a fait. Il y a un espace public, que ce soit écrit ou audio, pour que mairie a un espace, la lister et citer des noms qui ne sont pas payés impôts locatifs. Ça pas de violation de la loi. Ça nous toujours dans phase amiable. Arrêtez la liste des contribuables qui ne sont pas payés. C'est là où vous êtes capable d'initier, où vous êtes capable de mettre la DGI sous terrain recouvrement foncier. Côté que lorsque vous faites tout ça, ou écrivez des lettres, ou visitez contribuable, ou citez dans le journal, il ne va jamais payer, liste ça ou écrit direction générale,
mais les contribuables qui comportent comme récalcitrants, à ce moment-là, ou forcer la main du directeur général pour que ça lui prenne la voie judiciaire pour recouvrer. En attendant que loi 22/83 lui modifie, que moi personnellement, je travaille sous révision, moi c'est que l'ensemble de mesures, nous sommes capables de faire et de garantir la meilleure résultat. D'accord. Merci. Donc, ma petite précision concernant le livre occupant. Alors, normalement, pour bien débattre, on a besoin d'un livre pour une liquidation de Bordeaux qui fait. Déjà, il n'y a pas qu'à faire sortir un Bordeaux qui n'a pas de livre là-dedans. Donc, là, on fait liquidation de Bordeaux. C'est soit, par exemple, dans le recensement, nous jouons dans le recensement de la mairie, ou bien pour une déclaration qui fait par le propriétaire, ou bien des propriétaires qui baillent, ou bien très souvent ça qu'on fait, là, on fait le recensement. Si son locataire, très souvent, on prend l'IF locataire, et le locataire, c'est pas propriétaire, d'accord? Mais nous faisons sortir sur l'IF et le locataire, très souvent, le locataire a payé et il répercuté le pouillard sur le propriétaire qui peut faire. D'accord? Deuxième précision pour les prescriptions données. Donc, effectivement, on a parlé de recouvrement forcé, on a parlé de liquidation qui est en fait dans le système DGI, qui pas payé, qui générait les créances. Et si par exemple DGI n'a pas d'information, s'il n'y a pas de chef liquidé dans le système DGI, on ne peut pas parler de créances. Et c'est pour ça que je vous dis, la plupart du temps, il n'y a pas accès au recouvrement forcé. Pour ça, c'est dans le procédure et opération, c'est fait, fait. Je dis un j'en fait. Les rien du bon théorie. Qui pas de valeur juridique. Donc, avec du cœur, il n'y a pas qu'à la justice, ça va faire rien avec. Donc, il y a mettre bon au CF et bon au mairie, que vous remettez contribuable. On y a. Majorité contribuable recevoir bon au mairie, nous parlons de DGI à faire. Donc, DGI pas même qu'on est où. DGI pas même qu'on est que bon ça a existé. C'est à peu près, on dit peut-être 10 et 15%, d'accord, de contribuables qui allaient dans le DGI, eux-mêmes volontairement, avec Bordeaux mairie. Et c'est de ça que l'heure de la DGI peut le transformer en Bordeaux DGI. Et le plus souvent, contribuables, ça a tendance à tout payer Bordeaux. Ouais, c'est au final faire. D'accord? Donc, tout payer Bordeaux, vous mettez au vrai. Donc, 90 à 85% qui est payé, d'accord? DGI pas comme eux, donc il est impossible pour DGI faire pour renforcer. Et très souvent, nous rencontrons des magistrats qui disant que DGI pas faire pour renforcer, mais DGI pas capable parce qu'on ne peut pas gagner. Donc, qui ça nous fait pour dire? On a changé de procédure, d'accord? Mais qui est en train de faire le recensement, qui ça nous dit? Il faut y avoir le recensement dans nous. D'accord? Avec toute information, l'heure venue, il y a un petit peu exactement qui information qui est nécessaire pour dans l'ISA. Du moment que toute information est là, DGI a pour dans l'ISA, la liquide à 100%. Donc automatiquement, avant même que les biens foyers pour nous aller, il faut la DGI liquide. DGI retourne les balles maintenant des bordeaux de DGI, ce n'est pas des bordeaux de mairie. Et automatiquement, il est dans le système. On a mis rien, on va distribuer des bordeaux de DGI. L'heure fait ça à combien? L'heure ne pas payer. Le magistrat n'a pas besoin de dire qui ça qui va payer. Il est dans le système. Nous sommes connus, mais bordeaux ça, il est liquidé depuis 200, 300, 4 ans. Il ne va jamais payer. Nous avons besoin de magistrat. Au contraire, nous-mêmes, nous avons dit magistrat, mais ça nous est là. Est-ce qu'on est d'accord? Nous avons là magistrat si il est en train de nous avec le directeur général, il y a un nombre de bordeaux que l'IF fait pour pouvoir faire ce boulot, automatiquement il y a ça, ça va aider le processus. Parce que ça ne soit pas équilibré nous-mêmes. Parce que la municipalité ne va pas marcher bien. Avant nous sortir dans le DGI, avant d'entrer dans le DGI, c'est nos communes qui sortent. Nous bien carré, nous même tout. Municipalité, très souvent, nous voyons que nous faisons, nous essayons, parce que nous ne pouvons pas jouer nous-mêmes. Nous sommes des citoyens avant tout. Donc c'est pour ça, c'est ça qui fait que
je dis, on a acharné nous pour aider les rios, pour que demain matin, par exemple, nous pas peut-être pas la DG, pour que les rios continuent de plus fort, pour habiter, comporter, pour que les et services qui ont une bagage pour fier, dire que vous cherchez côté d'habiter. D'accord? Donc c'est extrêmement important, nous sommes très concernés. Nous sommes très contents qu'au lieu de 15% recette, de 15% de collecte, on a parlé de 15% de non collecté, 85% qui est collecté. Là, ça il y a un business pour nous, il y a une capacité pour faire des bagages. D'accord? Donc, je pense que c'est pour ça pour être. Donc, je remercie l'organisateur du 10e sommet international de la finance. Et nous n'avons pas de prétention que nous répondons à toutes les questions, mais nous avons été ouverts au niveau de la DGI, comme nous avons pu se faire déjà à tout magistrat et n'importe l'autre monde qui est capable de poser des questions, nous avons été ouverts pour lui. Merci beaucoup. Applaudissements, M. Cédric, par Voisine toute